Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne et j'espère surtout que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande très humblement de vous abonner et j'espère surtout que les contenus de la chaîne vous plaisent. Et donc dans cette vidéo, on ne va vraiment pas parler de programme. Je vais donc vous présenter des séquences d'images qui ont donc été filmées en date du 23 août 2022. Alors ces images ont donc été plutôt filmées lors du séminaire de formation sur des systèmes embarqués que j'ai donc eu à tenir. Et le but du séminaire était donc d'essayer donc de consolider les étudiants, d'essayer donc d'éclaircir quelques de leurs zones d'ombre en ce qui concerne donc la programmation et les systèmes embarqués, qui sont donc de les encourager à s'y lancer et tout. Et donc les images qui vont donc suivre après, comme je l'ai dit tantôt au début, ce sont donc des séquences d'images. Ce n'est pas vraiment l'intégralité de ce qui s'est passé, mais sinon juste des séquences. Alors les images sont d'une qualité un peu moindre et tout. Et le but en quelque sorte est que vous puissiez donc avoir un peu l'aperçu de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. Et j'espère que en suivant donc ces images, cela pourra donc vous permettre de capter quelque chose, d'avoir au moins une idée sur ce qui s'est passé. Et sur ce, je vous laisse donc suivre la. C'est donc comme ordre du jour. Au programme, nous avons le premier point à souligner, donc nous allons tourner autour de comprendre l'importance des systèmes embarqués, comprendre l'importance de la programmation, comment choisir un sujet de mémoire différent, les divers et qui sont les questions. Donc nous allons tourner autour de ces quatre points. Donc, concernant le premier point, l'importance des systèmes embarqués. Donc avant d'aller plus loin, on va survoler un petit moment l'historique des systèmes embarqués. Donc, en ce qui concerne l'historique des systèmes embarqués, nous allons tout d'abord parler du transistor. Et nous savons que le transistor ici apparaît comme l'élément fondamental des systèmes embarqués. Donc c'est à la suite de la création du transistor que naît l'informatique embarquée ou les systèmes embarqués. Donc voilà le transistor, nous avons l'image du transistor. Donc, pour ceux qui sont plus de savent que le transistor c'est un composant électronique composé de trois bornes. Nous avons l'émetteur, base, collecteur. Donc c'est ce composant électronique qui marque le début de l'informatique embarquée pour les systèmes embarqués. Donc le transistor, c'est un composant fondamental des circuits électroniques. C'est l'ensemble des composants électroniques interconnectés qui est relié à l'aide d'un circuit imprimé. Et voici le circuit imprimé. Et nous avons la présence de plusieurs éléments. Donc, on va continuer. Et en 1947, c'est cette date qui marque la création du transistor dont nous avons cité. Et ce sont ces trois ingénieurs qui sont en tête de cette fabrication. Nous avons John Barber, nous avons William Shockley et Walter Bratton. Ce sont des chercheurs des laboratoires qui sont à l'origine de la création du transistor. Qui ont vécu dans les années 1900. Donc, à cette époque-là, nous avons, si je peux prendre l'exemple, les télévisions qui étaient assez énormes. Pourquoi? Parce que les composants électroniques étaient énormes. Et c'est à la suite de l'invention du transistor qu'on a eu à miniaturiser certains composants. Donc, tellement que ces composants étaient énormes, le coût de production était élevé et la production était faible. Du coup, ces composants étaient non seulement là, étaient juste limités dans le secteur industriel, puisque toi, tu pouvais prendre acheter, parce que non seulement c'était coûteux, tu voyais peut-être pas l'importance. Donc c'est à la suite de la création du transistor, un élément, et à la suite après le transistor, il y a eu la création de plusieurs composants électroniques qui étaient plus petits que ça. Donc, les systèmes embarqués, ce sont des systèmes qui peuvent se connecter à Internet. Tout à l'heure, nous pouvons voir notre voiture ici. Donc, cette voiture, par exemple, est connectée à c'est l'un des moyens de connexion des systèmes embarqués. Nous avons la technologie RFID, nous avons l'Internet, nous avons le Wi-Fi, tout ça là. Et nous allons passer, il y a une Intel 4004. Donc si je peux, donc c'est ça, voilà le processeur Intel 4004. Donc dans ce processeur, nous avons 2000
transistors. Et nous allons remarquer que ici, là, on ne peut pas continuer de 300 transistors. C'est pour dire que ces transistors sont microscopiques vus. Et voilà pourquoi nous avons des téléphones qui ont presque l'écran est tellement fin, c'est suite à la création des constituants qui étaient autrefois gros et à notre époque, on a eu à réfléchir sur la forme. On va passer. Donc, comme j'ai dit au départ, l'informatique, ce n'est pas seulement pour ceux qui font génie logistique, ceux qui font télécommunications. L'informatique est présente dans tous les domaines. Là, par exemple, les systèmes embarqués sont présents dans le domaine de l'aviation. En 1984, l'Airbus 320 est le premier avion de ligne intégrant à la fois les commandes électriques informatisées. Donc là, il y a des systèmes embarqués. Donc, si je peux. Et donc, voilà l'exemple d'un système embarqué. Voilà l'exemple d'un système embarqué. Un système embarqué, c'est un système complexe. Et tous les systèmes embarqués ne sont pas des systèmes complexes. Par exemple, lorsque nous avons ce système embarqué là, nous avons juste un seul microprocesseur. Donc il y a des systèmes embarqués qui ont plusieurs microprocesseurs en fonction du but du système. Donc c'est ça pour en premier lieu, donc je fais cette apparence. Ce sont des systèmes embarqués sur l'Arduino et sur le Raspberry Pi. Vu que ce sont des systèmes qui sont souvent très utilisés dans le domaine de l'apprentissage, il y en a bien d'autres, par exemple utilisés dans le domaine industriel. Mais vu que je m'intéresse à des étudiants, je vais m'intéresser par ces systèmes. Donc, comme je venais de le dire tout à l'heure, quelle que soit la complexité qu'on a des systèmes embarqués, on pourra donc le décomposer en deux parties. Donc, tout à l'heure, par exemple, c'est le véhicule qui se trouve ici. Donc, ce véhicule ici, tout à l'heure, lorsque je fais lors de la présentation sur ça, vous allez comprendre comment ça marche. Donc, quelle que soit la complexité du véhicule que vous voyez ici, donc, on pourra donc le séparer comment on peut faire ça. Donc, par exemple, la carte Arduino Uno qui se trouve dessus. Donc, sur ma main, j'ai par exemple une carte de poste. Donc, c'est ça qui constitue en quelque sorte le système de contrôle. Et le système contrôlé, ce sont tout ce qui est en quelque sorte dans l'environnement. Donc, par exemple, on a les roues, on a les LED, on a les capteurs, et en quelque sorte, on a un réseau qui est ici, et le Bluetooth. Donc, c'est ça en quelque sorte, c'est en quelque sorte ce que le système contrôle. Donc, on a la carte Arduino qui va donc contrôler cela. Donc, ça, c'est en quelque sorte tout fait simple. Mais sinon, en gros, le fonctionnement en quelque sorte, c'est plus bien que cela. En gros, comment fonctionne notre véhicule, on va vraiment comprendre exactement ce qu'on appelle par un système interactif, un système transformationnel et encore un système temporel. Donc tout à l'heure, en parlant du véhicule, j'ai par exemple que c'est la carte Arduino qu'on avait utilisée. Donc en ce qui concerne par exemple l'Arduino en tout cas comporte plusieurs familles de cartes. Donc parmi cette famille de cartes, on va donc en présenter quoi? On a compris quoi? Il y a par exemple cette carte qui est sur le véhicule. Et tout ce qui fait la différence avec les cartes Arduino, tout d'abord, on définit d'abord la carte. Non. La carte Arduino, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte un circuit intégré qui est doté d'un microcontrôleur complément programmé. Parce qu'il y a des circuits intégrés qui sont là, dotés des microcontrôleurs, mais qui ne sont pas programmables. Une fois qu'on le programme, on met le code, on ne peut plus reprogrammer cela. Mais par contre, les cartes Arduino, on peut mettre le programme, je dirais même à l'infini, quand la carte fonctionne encore. Et puis en ce qui concerne donc les cartes Arduino, étant donné qu'il y en a de plusieurs familles, comme ici j'ai par exemple la carte Arduino Mega, ou encore la carte Arduino Nano qui est beaucoup plus petite que ça. Ce qui fait la différence avec ces cartes, c'est d'avoir le nombre de pins. Les pins sont en quelque sorte, c'est tout que vous pouvez voir ici, ou encore des poches. Donc ici par exemple, comme vous pouvez remarquer, on a plusieurs. Si maintenant je pense que c'est un discours de 54 pins, et à ce niveau-là, vous allez constater que c'est plus petit, ça dispose de 6 moins de pins. Et bien que c'est petit, puisque c'est petit, en ce qui concerne l'Arduino, très souvent, c'est la grandeur de la table qui fait la puissance. En ce qui concerne l'Arduino, bien sûr. Comme cette carte est beaucoup plus grande que celle-ci, cette carte est beaucoup plus puissante que celle-là en termes de mémoire et de capacité aussi. Mais en ce qui concerne leur vitesse de fonctionnement, c'est exactement identique, puisque la technologie est pareille. Donc ici, on a par exemple une image de vidéo qu'on voit aujourd'hui dans le on n'a pas par exemple de clavier, on n'a pas par exemple d'afficher rien. Donc si on veut par exemple afficher des informations et autres, on est donc obligé d'ajouter des périphériques comme des écrans LCD, comme des boutons pour pouvoir donc combler ce monde.
Donc, en dehors des cartes Arduino, ce ne sont pas uniquement ces cartes qui existent. On a par exemple d'autres types de cartes comme les cartes PSP32, donc c'est cette carte que j'ai sous la main sur le niveau. Donc, lorsque vous voyez par exemple des cartes PSP32, en ce qui concerne par exemple le domaine de la programmation, ce sont des cartes qui ont eu à révolutionner cela, notamment en 1940. Donc, il y a une femme qu'on appelait Ada Lovelace, née en 1814 et morte en 1952, qui était donc la première personne, donc non la première femme à avoir créé un langage de programmation qui était au moins reconnu. Parce qu'avant, il y avait des petits bricoلاges et tout. Et le premier langage de programmation qui a été certifié et reconnu et été donc produit par cette femme en 1940 au nom de Ada Lovelace. Par exemple, au début des années 1943 et 1930, les langages de programmation. Donc, c'est véritablement les années 1950 que la programmation informatique a en quelque sorte évolué. Et là encore, c'est encore une autre femme qui a encore eu à révolutionner le domaine de l'informatique. Alors là, cette femme qui a révolutionné cela s'appelait Grace Noailles Hopper, c'était une fille américaine. Ce qu'elle avait à réaliser en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle un interpréteur ou je crois un compréhension si je me trompe pas. Donc ce qu'elle avait à réaliser, ça servait à faire quoi en quelque sorte. Pour nous, lorsqu'on est une personne, on menait un peu par rapport. Donc tout à l'heure, j'ai eu à évoquer ce qui est la programmation. Je pense que sans plutôt définir ce que c'est exactement. Donc la programmation ici, c'est quoi en quelque sorte? Donc, par exemple, je vais me baser sur la carte Arduino que j'ai ici en main. Donc, par exemple, la carte Arduino que j'ai ici, il ne sait absolument rien faire. Tant que je ne lui dis pas quoi faire, il ne pourra rien faire. Maintenant, pour lui demander de faire quelque chose, tu dois parler dans son langage. Donc, si je vous demande d'écrire un programme constitué de 0 et de 1, comme par exemple cet écrit-là, je pense que même moi qui vous parle de l'informatique, je serais incapable d'écrire un seul programme bien pour partager le bonjour. Parce que 0 et 1, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Mais lorsque tu me dis affiche A, là, je comprends parce que tu l'écris en français. Mais si tu me l'écris en langage machine, en tout cas, je comprendrais absolument rien. Donc la programmation, c'est en quelque sorte quoi? Comme je vais me baser sur cette carte, on a par exemple cette carte ici, ça ne sert à rien faire. Pour lui dire, par exemple, d'afficher quelque chose, tu dois parler du même langage sur la carte. Étant donné qu'on ne peut pas coder en utilisant juste le 0 et le 1, les informaticiens ont donc trouvé qu'il était bon d'utiliser donc les langages quelconques. Donc, il y a plusieurs langages qui existent. Donc, cette carte que j'ai tenue ici, c'est ce qu'on a dit que sur la programmation. Les étudiants, par contre, se demandent par quel langage de programmation commencer, étant donné qu'il y a beaucoup de langages de programmation. Donc, avant même de se poser la question de savoir quel langage de programmation apprendre, il faudrait plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux, par exemple, faire. Donc, si, par exemple, tu veux faire, par exemple, un projet quelconque, donc l'ordi, comme je vous disais, l'ordi ne sait que calculer. Même les langages de programmation qu'on utilise et tout, sont en quelque sorte un langage de donc, tout à l'heure, j'ai donc essayé de parler des cartes Arduino. Donc ces cartes Arduino, si vous voulez par exemple apprendre à utiliser ces cartes, il y a des langages de programmation que vous devez impérativement maîtriser. Notamment le C, le C++, et aussi Python, des choses comme le C, Python et bien d'autres. Vous voyez sur la page. Et aussi Python et bien d'autres. Et en ce qui concerne par exemple ces langages de programmation, les langages de programmation ont des limites. Par exemple, comme pour marquer, il y a le C et le C++, c'est deux langages de programmation juste une bibliothèque qui a été fournie et adaptée pour fonctionner avec ces langages. Donc, pour ce qui est par exemple, utiliser, apprendre à coder par exemple des microcontrôleurs comme l'Arduino et l'ESP, les langages de protection à utiliser sont le C, le C++, Python et le Python. Pour la raison Python, on a donc eu à adapter le langage Python de telle sorte que ça puisse fonctionner sur les microcontrôleurs, d'où le nom de MicroPython, pour microcontrôleur, et Python pour le nom de langage de programmation en quelque sorte. Donc c'est un langage que j'ai toujours appris et aujourd'hui je suis toujours en train de travailler sur ça parce que j'ai l'intention de concevoir des systèmes artificiels qui seront intelligents. Pour ne pas dire des robots avec lesquels je pourrais peut-être dialoguer ou simplement un robot qui pourra par exemple coder pour simplement par exemple reconnaître l'image ou le visage des gens et des choses un peu comme ça. Ça vaut aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est en quelque sorte d'abord le problème, c'est pour le développement de la réflexion formelle. Ça te permet un peu de réfléchir, de savoir comment les microcontrôleurs marchent, comment agencer les tâches
de telle sorte à obtenir le résultat. Donc, la résolution de problème, comme sur le dit dans l'historique des systèmes embarqués, que l'informatique n'était pas juste réservée pour ceux qui font informatique. Même dans les hôpitaux, pour ceux qui sont dans un niveau avancé ou qui font des opérations autres, on utilise beaucoup plus des systèmes très complexes. Aujourd'hui, on est par exemple capable d'aller voir les intestins d'une personne sans le bout de monde. On met juste quelques coups, on essaie des trucs et autres. Et tous ces systèmes-là, ce sont les informaticiens, ceux qui font informatique, qui le font, mais sans pourtant être médecins. S'il me posait la question de une personne, il ne saura pas. Mais au moins, ce sont des gens qui font en quelque sorte ce qu'on appelle la bioinformatique ou biorobotique et autres, des filières de prendre en quelque sorte des sujets qui sont en quelque sorte patables. Comme par exemple ce système, pour celui qui fait un mémoire, il pourra le faire au moins là, il touche, il voit comment ça réagit. S'il y a des soucis autres, ça lui permet en quelque sorte de raisonner. Il peut se dire, mais pourtant moi j'ai codé ceci, on a fait le cours, on a fait ça comme ça, j'ai répété la même chose, mais ça n'a pas marché, pourquoi? Et lorsqu'il se pose ce genre de questions, cela contribue à sa réflexion et cela contribue aussi à son apprentissage personnel. Et par rapport à cela, ça va nous encourager à réfléchir, à chercher des solutions. Et une fois que cet étudiant va trouver la solution, je suis sûr et certain que lorsqu'il sera par exemple dans une entreprise, une industrie autre, lorsqu'il sera ce genre de problème, il ne sera même pas là à réfléchir à deux fois. Automatiquement, il va se souvenir que lorsque je travaillais sur tel système, j'avais avoir affaire à telle panne. Et étant donné que c'est similaire à ça, c'est en quelque sorte un temps ou quatrième du temps en quelque sorte. Automatiquement, il a des idées et il vient qui résout le problème sans trop réfléchir. Et pour celui qui n'a jamais travaillé sur ça, il peut se mettre là à réfléchir encore. Il peut ou ne pas trouver la solution pour déplacer la zone de son vécu. À demander. On doit plutôt le mettre en mouvement pour essayer de voir comment ça va. Donc, par exemple, on a vu dessus, il y a un ampli qui se place en quelque sorte. Normalement, dans la réalité, ce ampli n'est pas nécessaire. À la place, je suis plutôt censé mettre une batterie. Donc, c'est cette batterie que j'allais utiliser. Étant donné que j'ai tellement utilisé ces cartes Arduino, que les cartes Arduino sont des cartes électroniques, généralement sont des cartes très sensibles. Ils sont sensibles à la tension au courant. Donc, cette pile m'a dit que c'est neuf, je pense que ça doit être du plus chinois, c'est juste écrit 9 volts, je ne connais pas la quantité au courant de cette ligne. Et donc, lorsque je le connais personne par la carte Arduino, vu le nombre de composants que j'ai à brancher, ça ne fournit pas suffisamment de tension. Du coup, ça s'allume, mais dès l'instant que tu envoies une commande, le moteur absorbe trop de courant, tout court. Et donc, pour éviter cela, j'ai donc pu la mettre simplement un ampli qui soit connecté à une prise qui va nous fournir plus fort qu'un point de 2 ampères. Avec ça, ça fonctionne très bien. Donc, comme par exemple, pour marquer ceci, il y a par exemple la carte Arduino que j'ai utilisée dessus. Il y a un module par exemple Bluetooth qui est dessus parce que c'est un système qu'on va contrôler à distance. Et en dehors de ça, on a par exemple des capteurs infrarouges qui sont là, qui va nous permettre de détecter les substances sur le terrain. Ce sont des capteurs qu'on peut relever, tout en bas, il y a un potentiomètre qui est là qu'on peut régler pour essayer d'évaluer la distance. Donc c'est en quelque sorte ça. Et en ce qui concerne par exemple les cartes Arduino, ce sont des cartes qui ne délivrent pas suffisamment de tension. Donc lorsqu'on veut par exemple utiliser les moteurs éco, le mieux serait d'alimenter les moteurs avec leur propre thermodation. Donc c'est pourquoi vous pouvez voir l'exemple de ces boîtes-là comme on l'appelle. Ce sont ces boîtes-là qui vont nous permettre de contrôler le fonctionnement de nos moteurs. Donc par exemple, le véhicule que vous allez voir ici, ce sont des roues qu'on a dit, ça ne bouge pas quelque chose, mais le véhicule peut effectuer des virages. Comment, lorsque ça se met, les roues se mettent à tourner dans des sens différents. Par exemple, si les roues qui sont à droite tournent vers l'avant, alors que les roues qui sont à gauche tournent vers l'arrière, la voiture va donc aller dans l'autre sens. C'est en quelque sorte comme ça que je l'utilise. On va donc le mettre en art. On va contrôler ce véhicule. J'ai donc pu accoler un logiciel exprès pour ça, donc c'est spécial de montre pour ça. C'est un logiciel que j'ai donc pu accoler en suivant. Donc tout ceci, ce sont des images que j'ai donc ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais vu que le bout, il y a un message qui est affiché dessus. Il y a un message qui est affiché dessus. Il va établir la communication par le bout. Voilà, par exemple, vous avez établi la communication, il y a un message qui est affiché dessus. Maintenant, si vous avez décidé que je mette par exemple à notre ordinateur, le message affiché va changer. Et ça va donc se mettre là affiché qu'il y a obstacle pour nous. Ici, je suis aussi devant. Et donc, j'ai un autre exemple pour marquer que lorsque je mets la main devant, je n'ai pas besoin de toucher le capteur, ça me détecte la distance. La distance est réglable, donc il y a un trésor qui est là, qui se met là dans l'activité.
il y a un message au niveau de l'eau qui s'affiche et des mots qui se mêlent en quelque sorte à des lettres plutôt qui se mêlent à nous. Et ces langues qui sont là, on peut le contrôler à distance. Par exemple, la vitesse, on peut le régler, c'est en pourcentage. Pour meilleur le faire nos comptes. Par exemple, on peut marquer sur le dos, c'est écrit vitesse, et de l'autre côté, c'est 100%. 100% là, c'est en quelque sorte, la partie en vert, ça correspond à la vitesse prévue en moyenne. C'est en quelque sorte synchronisé. Et de l'autre côté, bien que ça peut dévier autre, quand il n'est plus proche de valider, il ne va pas envoyer de nom. Donc, les noms qui sont là, il peut par exemple les annuler. Donc, si par exemple, vous validez, on peut remarquer par exemple peut-être le bouton virtuel d'ailleurs à changer. Au tout début, c'était rouge. Lorsque c'est vert, lorsqu'il dit que ça allume, ça passe au vert. Donc, en ce qui concerne les lampes arrière, je les ai codées de telle sorte que lorsqu'on le demande d'allumer, ça pousse en quelque sorte tout le temps. Et comme par exemple, vous pouvez donc remarquer que celle-ci, par exemple, quand les lampes viennent au début allumées, lorsque je vais passer la main dessus, ça va se mettre à clignoter. Lorsque j'enlève, ça va rester allumé. Je peux essayer de faire. Si par exemple c'était éteint, lorsque je vais passer la main, ça se met à clignoter. Une fois que j'enlève la main, ça s'éteint parce que c'était éteint au départ. Et c'est pareil aussi de l'arrière, lorsque je mets la main, si c'était éteint, une fois que j'enlève la main, ça s'éteint. Si c'était allumé, ça reste le même. Au début, ici sur l'écran, vous pouvez remarquer qu'il y a un message qui est écrit dessus. Je pourrais donc changer ce message et puis notre message. Et puis le message, donc il y a deux écrans qui est là, c'est en quelque sorte par rapport à mon afficheur qui est à ce niveau. Donc si un afficheur 16 lignes et 2 lignes plutôt 16 colonnes, donc on a vu qu'il y a un maximum de 16 tableaux. Donc il va par exemple changer le message, et le message c'est lui qui peut le valider. Donc là, par exemple, si on remarque le message qui s'affiche est exactement le message que l'autre est dessus. Et si je passe ma main, le message changera automatiquement qu'il y a un message pour vous. Et bien, l'instant que je reçois la main, ça affichera qu'il y a un message pour vous. Est-ce qu'il y a une fraction? Ça va être quelque chose. Donc, depuis par exemple le logiciel, s'il appuie par exemple sur la touche Tab, il va se mettre à fractionner. Ne vous inquiétez pas sur ce que ça dit, c'est juste que, étant donné que c'est associé et que le curseur se trouve là, ça affiche pas, mais tant qu'il ne clique pas sur valider, il ne va jamais recevoir le menu. Donc, tout à fait le menu. Donc, lorsqu'on appuie par exemple sur la piste 4, ça se met donc là à 15 minutes. Donc, on pourra aussi faire une rotation complète. Afin que positionne le menu. Je vais le dire, mais je vais le